Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition du vendredi. Vous savez, c'est l'occasion de découvrir une personnalité, mais aussi des activités qui jouent un rôle majeur dans la transformation numérique de l'économie, de la société. En l'occurrence, mon invité aujourd'hui représente une entreprise majeure, pionnière dans le cloud computing. On verra pourquoi, on verra aussi comment elle porte cette transformation des entreprises. Ce sera la grande interview d'Émilie Sédikian, qui est la directrice générale de Salesforce France. Bonjour Émilie Sédikian, on ne va pas tout de suite démarrer notre entretien ensemble. D'abord, on va faire un débrief de l'actualité. Déjà en plateau, à nos côtés, nous avons Philippe Delmas, qui est un observateur très averti et expérimenté sur les politiques industrielles. On débriefera donc notamment de l'avion zéro émission, qui est un projet européen annoncé par Thierry Breton, et puis d'autres sujets évidemment qui seront traités aussi avec Clément David, qui est avec nous en visio. Après ce débrief, la grande interview, eh bien on finira l'émission avec notre rendez-vous dans l'espace. Il est dédié aujourd'hui au télescope James Webb, qui est donc le successeur de Hubble. Mais tout de suite, place au débrief. Alors avec moi pour commenter l'actualité, Philippe Delmas, président de PhD Associates, qui est une société de conseil. Il est aussi ancien vice-président d'Airbus. Et puis en visio, Clément David, cofondateur de Paddock, qui est une entreprise spécialisée dans les infrastructures cloud. Bonjour à tous les deux. On va commencer avec la disparition tragique de John McAfee, fondateur éponyme du célèbre antivirus. Il a été donc retrouvé mort dans une prison de Barcelone. Il avait 75 ans. La justice espagnole venait d'autoriser son extradition vers les États-Unis, où il était accusé d'évasion fiscale. Bon, McAfee, c'est quand même une histoire majeure dans l'histoire de l'informatique. Je voulais vous faire réagir, Clément David. Évidemment, vous êtes aussi un spécialiste du cloud, mais de la cybersécurité. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? D'abord McAfee et puis John aussi. Alors McAfee en soi, c'est un nom qui est absolument pionnier dans notre domaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça fait très très longtemps pour nous tous dans la tech que cette personne est plus jeune et plus reliée de près ou de loin à vraiment l'entreprise qu'il a créée. Je crois qu'il l'a vendue il y a quasiment une trentaine d'années. Et en fait, c'est quelqu'un qui accumule les anecdotes depuis un certain temps maintenant. Il y a des accusations de meurtre, de blanchiment d'argent, de trafic de drogue, une fortune dont on ne sait pas si elle existe vraiment dans les crypto-monnaies ou pas. Mais c'est quand même quelqu'un de très particulier, mais ça fait très longtemps qu'en fait, dans l'écosystème tech en lui-même, cette personne n'a plus d'impact de près ou de loin sur ou notre quotidien ou les grandes tendances. Alors oui, McAfee, donc il l'a créé en 1987 et revendu à Intel en 2010. Il était quand même aussi devenu un gourou des crypto-monnaies, qu'il avait énormément enrichi notamment. Alors, qu'il avait enrichi, et puis en même temps, il avait dit après qu'il avait tout perdu. Après, il avait viré un peu dans le complotisme, comme quoi ça aurait été les États-Unis, puis les Google qui le traqueraient, puis qui en voudraient à sa fortune. Puis en fait, il aurait été ruiné parce que les cours auraient baissé. Enfin, ce qui est très très dur avec cette personne, il a dit qu'il était passé 3 fois au Mexique en prison, qu'il avait fait assassiner quelqu'un, etc. On ne sait jamais ce qui est vrai ou ce qui est faux. Ce qui est sûr, c'est qu'il se faisait rémunérer très très cher pour ses conférences. Ouais. Bon, et puis c'était un des derniers vrais pirates, moi je dirais aussi, du monde numérique et d'Internet, John McAfee. Donc, et sa disparition tragique pour ouvrir ce débrief. On va changer de sujet. Je voulais aussi adresser une thématique importante en ce moment, puisqu'on est encore en pleine campagne électorale avec les régionales et les départementales. Et ce vote électronique qui est vu parfois comme une solution pour lutter contre l'abstention. Clément David, là aussi, vous êtes un spécialiste de l'infrastructure cloud. Est-ce que vous pouvez nous dire si on pourrait imaginer un vote électronique au niveau national qui puisse être fiable, sécurisé? Alors, il y a un élément, c'est que si aujourd'hui on offre aux pirates, on sait que c'est aujourd'hui la cybersécurité vraiment un enjeu majeur des élections. On l'a vu avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis. On redoute ce qui pourrait se passer en France pour les présidentielles, etc. L'État fait un énorme travail de sécurisation. Offrir une cible aussi précise et aussi impactante qu'un vote aux pirates, éventuellement aux personnes qui pourraient vouloir déstabiliser la France, etc., dans une question qui est plus du domaine de l'espionnage, etc. C'est très, très, très risqué. Il y a des pays qui le font. Ça reste donner une cible tellement précise que c'est très dangereux, ça demanderait énormément de moyens.
Si l'État le fait, de toute façon, ça ne va pas arriver avant, à mon avis, 5-10 ans. Je n'ai même pas l'impression que pour eux, ce soit une priorité. Et puis, en soi, il y a une question aussi qui est, est-ce que ça répond vraiment au problème? C'est-à-dire que moi, j'ai un vrai doute sur le fait que le vote électronique réponde au sujet de on a 65% des gens qui n'ont pas envie de faire 20 mètres pour aller voter, quoi. Ouais, alors moi, j'ai quand même un vrai doute sur le fait que ce soit la dernière chose à numériser, parce qu'on a quand même une nouvelle génération qui s'empare de nouveaux outils. À chaque fois qu'on adresse un secteur d'activité, on dit enfin, on a mis des applications, ça crée des nouveaux usages, les jeunes peuvent s'en emparer. Pourquoi ce ne serait pas la même chose avec le vote électronique, Philippe Delmas? Je pense que le point de la sécurité est vraiment fondamental. Quand vous regardez sur quelle marge des élections majeures se jouent, vous voyez qu'il ne faut pas déplacer 20% des votes pour changer le résultat d'une élection. Ça, vous déplacez 2 points, 3 points, Eh oui. ok, ça fait quelques centaines de milliers de voix, pas nécessairement beaucoup plus à l'échelle du Peut-être des voix municipalité, par très exemple. différentes de celles qui s'expriment aujourd'hui. C'est donc effectivement extraordinairement risqué et je ne sais pas, je ne suis pas un expert en cybersécurité, mais pour avoir vu en entreprise les moyens qu'il fallait mobiliser pour assurer véritablement la sécurité d'un échange de données, je partage assez l'avis de David sur le fait que c'est probablement trop risqué vu la gravité des enjeux. Parce que vraiment, les élections se jouent la plupart du temps à la marge. Mhm. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment confiance en nos infrastructures cloud aujourd'hui et on fait davantage confiance à ces bulletins papier qui sont finalement pas forcément beaucoup plus rassurants, beaucoup plus fiables. Enfin, on a vu aux États-Unis, il y a des fraudes qui n'ont pas besoin d'Internet pour être réalisées. Ben non, quand vous regardez, non, justement. Alors une des choses qu'a bien montré la succession de contentieux qui ont eu lieu aux États-Unis lors de la dernière élection présidentielle, c'est que le système classique marche bien. C'est lourd, c'est long, Ah oui. mais il y a peu. Alors ça, c'est vrai, mais en contrepartie de quoi, il y a peu de fraude, il y a peu de pertes. Donc la fiabilité du système est bonne. Et finalement, Enfin, il repose sur un système postier qui n'est pas forcément toujours efficient. Là, on a encore eu, même en France, des problèmes de distribution de bulletins. Je ne sais pas, moi je pose la question aussi à Clément David. Aujourd'hui, on n'est pas suffisamment sûr de nos infrastructures pour assurer ce type de service? En fait, personne l'est. J'ai envie de dire, demain, les États-Unis ou n'importe quel pays passerait sur du vote électronique, on aurait les mêmes enjeux. Parce qu'en fait, bon, déjà le cloud, on oublie, en tout cas le cloud public, mais on serait sur des enjeux, comment dire, les moyens que nous, on mettrait pour le sécuriser, les personnes qui voudraient influer sur le vote, mettraient des moyens tels en face pour essayer de nous déstabiliser que ce serait puissance contre puissance. Ça crée vraiment un faisceau de moyens dans les deux sens qui créent de l'incertitude. Et puis, c'est une blague un peu qu'on fait dans la cybersécurité, mais à un moment, le seul truc qu'on ne peut pas hacker, c'est le papier. C'est-à-dire que bien malin aujourd'hui qui pourra dire j'ai créé une infrastructure, si les gens s'y mettent avec suffisamment de moyens et de détermination, ils ne pourront pas la craquer. Donc, ça reste un sujet où, oui, si on met un pied dedans, on aura, nous, mais comme n'importe quel pays au monde, on aura une vraie incertitude sur est-ce qu'on va être capable à 100% d'en assurer la fiabilité. Ça va être un sujet, si on y va, qui est très très compliqué. Bon, donc si je vous écoute, c'est peut-être la dernière activité, ce service public du vote qui sera dématérialisé. Je pense. Bon. Oui, Salesforce a beaucoup de choses à faire que de s'occuper de la Alors dématérialisation du vote. peut-être ira-t-on un peu plus vite avec l'avion zéro émission. Je ne sais pas. En tout cas, le commissaire européen a appelé à une alliance pour l'aviation zéro émission, neutre en carbone, d'ici la fin de l'année. Qu'en pensez-vous, Philippe Delmas? Vous étiez chez Airbus. Est-ce que ça vous semble un projet nécessaire, urgent? C'est plutôt une surprise, cette annonce? C'est pas du tout une surprise, c'est urgent. Et ça n'aura à peu près aucun effet pour résoudre le problème climatique du transport aérien. Donc, alors pourquoi? Tout simplement parce que les constantes de temps dans le transport aérien sont énormes. Il faut 15 ans pour sortir une génération d'avions ou de moteurs. Donc, tous les 15 ans, vous faites 20% de gains d'efficacité. Le transport aérien, alors je vous explique, je pense que peu de gens ont ça en tête. Le transport aérien a une économie climatique qui est très simple. C'est une des industries les plus efficaces qui soit pour baisser ses émissions de CO2, comme on les mesure dans les voitures au kilomètre passager. Ça, plus de 2% par an depuis 40 ans. C'est exceptionnel. Il a deux problèmes en face de ça. Le premier, c'est
la croissance du trafic, qui est énorme. Et donc, si d'un côté, vous avez un trafic qui croît à 5% et de l'autre, vos gains d'efficacité, c'est 2%, et ben 5,2 égale 3% de tonnes de CO2 de plus chaque année. Premier problème. Second problème que les gens n'ont pas en tête, c'est que le malheur du transport aérien, c'est que le CO2, contrairement à toutes les autres industries, c'est une petite partie de l'ordre du tiers de son problème climatique. L'essentiel du problème climatique du transport aérien, c'est ces belles traînées blanches que vous voyez dans le ciel. Expliquez-nous. Et alors, lorsqu'un avion vole en haute altitude, comme n'importe quel moteur, il émet de la suie, des petites poussières, et qui forment dans la haute atmosphère, qui est très froide, ça forme des cristaux de glace. Ces cristaux de glace ont un effet important sur la réverbération de la chaleur. Ça fait une espèce de couche de protection qui empêche la chaleur de s'échapper. Et par ailleurs, ça favorise la création ou le maintien d'un certain nombre de gaz à effet de serre à très longue durée, comme le méthane. Et aujourd'hui, les 2 tiers à peu près de l'impact climatique, donc en termes de réchauffement du transport aérien, ne sont pas liés au CO2, ils sont liés à ces émissions. Et ça, on aurait le même problème avec un avion qui tournerait à l'hydrogène ? Alors, vous aurez moins de problèmes avec un avion à l'hydrogène, parce qu'un avion à hydrogène va essentiellement vous sortir de la vapeur d'eau. Beaucoup moins de suie, et c'est ces toutes petites particules de suie qui sont les points sur lesquels l'humidité de l'atmosphère va se cristalliser pour faire ces cristaux blancs, vous voyez, qui sont des cristaux de glace. Le problème de l'avion à hydrogène, simplement, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas construire un avion à hydrogène qui aille loin. C'est ce que le patron d'Airbus a annoncé, et c'est une très belle initiative. Il va développer un avion le plus performant possible, mais qui sera un avion régional de quelques dizaines de passagers au mieux, et qui fera Toulouse-Bordeaux. Vous n'allez pas remplacer, d'ici 15 ans, vous ne remplacerez pas les avions actuels par des avions à hydrogène, à électricité ou ce que vous voulez. Alors, vous parlez d'Airbus, mais là, Thierry Breton dit on va créer une alliance publique-privée avec tout l'écosystème de l'avionneur jusqu'aux banques qui financent l'industrie aéronautique l'activité. est une industrie extraordinairement intégrée, largement grâce à la réussite d'Airbus, qui a créé véritablement un tissu industriel à échelle européenne. Et par ailleurs, lorsque vous concevez un avion, le travail de l'avionneur et du motoriste est complètement intégré. Alors, c'est une des chances de cette industrie, c'est que vous avez très peu de chefs de file. Il y a Airbus, et point final. Vous avez dans les moteurs Safran en France, Rolls-Royce en Angleterre, et c'est tout. Donc c'est une industrie qui est naturellement très intégrée, très coordonnée, et parce que de toute façon, les grands projets d'ingénierie... Donc en fait, cette alliance, vous me dites, elle existe déjà ? Donc, le point clé de Thierry Breton, c'est qu'il a compris qu'il fallait mettre énormément de moyens pour développer des avions dont d'abord les coûts de développement allaient être très supérieurs à ceux dont on a l'habitude, c'est pourtant déjà cher de faire un avion, et ensuite, probablement, l'économie au démarrage ne serait pas bonne. Et il allait donc falloir aider les compagnies aériennes, les loueurs d'avions, à pouvoir se payer ces avions-là jusqu'à ce que leur coût rejoigne le coût des avions actuels. Mais donc, en termes de développement technique, il a raison. Les États-Unis sont partis sur un programme similaire. Et donc, je pense que c'est d'ailleurs une chance pour les États-Unis et l'Europe de maintenir leur leadership vis-à-vis de la Chine ou de la Russie. Vis-à-vis de l'enjeu climatique, ceci ne résoudra pas le problème. Si on écoute ce que dit le GIEC, c'est-à-dire qu'il faut qu'en 2050, notre économie soit complètement décarbonée, vous n'avez pas le temps. C'est pas comme ça que vous allez y arriver. Une réaction, Émilie Sidiquian, sur ce projet ? Moi, je salue quand même l'initiative d'Airbus, parce que si tout le monde s'y mettait, ça amène justement un défi collectif. Et c'est aussi un beau projet technologique, parce que c'est les avions, c'est les aéroports, c'est le changement des flux, c'est comment... je crois que... vous êtes beaucoup plus expert que moi, mais je crois que l'hydrogène et le kérosène, rien qu'au niveau de la structure de l'avion, c'est absolument pas la même chose. Donc, il y a aussi un défi sur le poids, sur le stockage. Donc, complètement. Mais vous avez dans le même sens, il y a des bonnes nouvelles, et une très bonne nouvelle, c'est qu'un moyen que nous avons déjà aujourd'hui de rendre les avions beaucoup plus propres, c'est de remplacer le kérosène par des carburants de synthèse fabriqués à partir notamment de déchets agricoles, déchets forestiers, déchets urbains. On peut transformer une partie de vos poubelles en carburant, parce que c'est des chaînes de... Donc il n'y a pas que la solution d'hydrogène. Donc non, la chose la plus simple, la plus efficace à faire aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est de remplacer le kérosène par... Alors ça, tous les avionneurs le disent, tous les compagnies aériennes le disent. Le seul problème qu'on a, c'est qu'il faut se mettre à produire. Et alors, j'ai pas encore vu si dans les annonces de Thierry Breton, il y avait notamment un investissement massif pour produire ces camions. On sait les produire, c'est de la chimie du 19e siècle. On sait les collecter. Veolia, Suez, Paprec vous ramasse des déchets agricoles, des déchets de bois, dans les bureaux qui travaillent encore avec du papier, le papier. Et tout ça, vous pouvez faire du carburant, et un carburant qui émet en gros 75 à 80% de moins de CO2 que le kérosène. Donc là, dans les 10-15 ans, vous pouvez avoir largement transformé votre transport aérien avec les mêmes avions, les mêmes moteurs. Bon, il y a quand même il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. On n'a plus beaucoup de temps. On va terminer avec les procès antitrust. J'avais envie de vous questionner, stop ou encore, parce que je vous avais invité la première fois, je crois, dans Smart Tech, à propos de votre ouvrage « Un pouvoir implacable et d'où la tech ou l'efficacité pour seule valeur ». Est-ce qu'on arrête les vainqueurs? Est-ce qu'on risque de les fragiliser avec un surplus de procès antitrust? Est-ce que aujourd'hui, ils se sentent véritablement menacés? Parce que je rebondis sur en fait une déclaration de Tim Cook d'Apple qui a appelé Nancy Pelosi à ralentir. Il y avait 6 projets antitrust aux États-Unis. Je comprends qu'il se fasse du souci. Enfin, quand vous voyez quand même qu'une entreprise comme Apple, vous allez sur l'Apple Store, sur les domaines où Apple a développé des applications en propre, 85% des produits recommandés d'abord sont des produits Apple. Vous avez la même chose sur Google, ça a fait un procès il y a 4 ans. Oui, et l'Union européenne prévoit de lancer une enquête aussi sur Google. L'Union européenne, mais ça devient caricatural. Même entre, je vous donne un seul exemple sur le cas d'Apple Store, parce que bon, je suis un fan d'Apple. Mais c'est efficace de multiplier comme ça ces procès antitrust. Mais bien antitrust. sûr, parce que quand vous voyez que sur l'Apple Store, vous cherchez une recommandation pour un site de vidéo, Amazon Prime, premier site de vidéo de l'avis des clients, est classé 10e et Netflix 22e, et que les 5 premiers produits sont des produits Apple qui ont un très petit nombre d'utilisateurs, vous apercevez que chacun dans leur système, c'est pareil chez Amazon, c'est pareil chez Facebook, c'est pareil chez Google, je peux vous faire la démonstration partout. Bien sûr. Vous avez des exemples absolument spectaculaires du verrouillage de leur... Juste un exemple, une déclaration du patron de Walmart, la plus grande chaîne de distribution du monde, première chaîne de distribution de grands magasins aux États-Unis, qui expliquait qu'il avait bien sûr beaucoup de ses fournisseurs qui étaient aussi sur Amazon, et avec lesquels il proposait de faire des campagnes de baisse de prix, des campagnes de promotion comme n'importe quelle grande surface. Et que les patrons des boîtes lui écrivaient pour le supplier de ne pas baisser les prix, parce que s'ils baissaient les prix chez Walmart, ils allaient être déclassés chez Amazon. Et oui, c'est la dictature du référencement. Comment Amazon déclasse? Il vous enlève le bouton associé à votre produit qui vous permet soit de placer le produit dans votre panier, soit de le commander. Bon, donc vous dites il faut continuer, il est urgent d'agir. Clément David, je n'ai pas le temps de vous faire réagir sur cette actualité. On arrive à la fin du débrief et on arrive au moment où va démarrer la grande interview d'Émilie Sédikyan. Merci beaucoup Philippe Delmas et Clément David de Paddock. Merci d'avoir participé au débrief. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech et c'est l'heure de la grande interview d'Émilie Sédikyan, qui est la nouvelle directrice générale de Salesforce France. Nouvelle puisque c'est depuis le 3 mai. Le 3 mai, tout à fait. Alors Salesforce, je pense que tout le monde a entendu ce nom ou au moins l'a lu une fois dans sa vie. Je suis moins sûre de la bonne connaissance de ces métiers et de la manière dont l'entreprise exerce son métier. Salesforce, je dirais, donc en une phrase, je vous ai demandé d'ailleurs en une phrase de présenter Salesforce, mais elle dit c'est le pionnier de la gestion de la relation client dans le cloud. Et alors pionnier, oui, on peut effectivement dire que pionnier, puisque Salesforce est né à San Francisco il y a 22 ans. C'est Marc Benioff qui a fondé Salesforce avec une conviction assez visionnaire à l'époque, que c'était un peu le slogan, c'était la fin du logiciel. Alors pas le logiciel en tant que tel, mais tel qu'on le connaissait à l'époque, ce logiciel qu'on achète pour devenir ce logiciel qu'on loue comme un service. Et donc pionnier aussi au sens où le cloud, ce n'est pas juste l'infrastructure, mais c'est aussi le moyen de délivrer des services et donc de servir les métiers des entreprises qui sont clientes. Et ça va plutôt bien, je dirais, pour le groupe. Plus de 6 000 employés dans le monde, un chiffre d'affaires... 60 000, pardon. Un chiffre d'affaires de plus de 21 milliards de dollars et en hausse de 24% en 2020. Alors ça, c'est l'effet transformation numérique accélérée pendant le Covid. Tout à fait.
Il y a eu un vrai révélateur pendant la crise. Donc 2020, c'est à la fois une crise pour les entreprises, mais aussi un virage pour Salesforce, où l'urgence du digital est devenue un intangible. Et il y a vraiment eu ceux qui avaient déjà investi dans la tech et qui, du coup, ont pu, malgré des points de vente fermés, continuer leur activité sur le e-commerce, par exemple. Et puis ceux qui ne l'avaient pas du tout et qui ont eu vraiment un choc pour pouvoir reporter leurs investissements et s'y mettre très rapidement pour une question de vie ou de mort. Et c'est là où Salesforce prend tout son sens pour Même si c'était une période justement de crise, c'était pas forcément évident de faire des investissements. C'est vrai, mais en fait, il fallait quand même réagir. Si je prends par exemple un exemple sur la CCI de Bordeaux, ils avaient toutes leurs données qui étaient sur site, comme vous l'avez dit, donc avec une informatique qui était un petit peu classique, et on les a aidés, même pendant la crise, à faire en sorte qu'ils puissent répondre aux demandes des entreprises qui étaient au bord de la faillite pour pouvoir les aider correctement. Et ça, grâce à des technologies comme Salesforce. Et alors, je sais que vous avez aussi Doctolib parmi vos clients. Doctolib a dû, j'imagine, aussi réagir face à la pandémie. Il y a eu un surcroît d'activité énorme. Alors, Doctolib, c'était une start-up en 2013. Donc, en fait, aujourd'hui, on la connaît, mais souvenez-vous, en 2013, ils étaient peut-être 2 ou 3. Et donc, ils ont effectivement... dès le début, ils ont travaillé avec vous, c'est ça? Exactement, parce qu'on travaille énormément avec les start-up. Et donc, ça permet, en fait, pour eux, d'avoir une scalabilité, de les accompagner, en fait, dans la durée. Et donc, on l'a fait pour Doctolib. Et aujourd'hui, c'est plus d'utilisateurs qu'Amazon en France, Doctolib. Mais on le fait aussi pour plein d'autres start-up. Et notamment... Mais là, pendant la crise Covid, Doctolib a dû revoir ses besoins auprès de vous? En fait, ils bénéficiaient d'une plateforme qui leur permettait de les mettre en contact plus facilement. Mais une fois que vous avez Salesforce, que vous avez vos processus de gestion de relations clients installés, c'est uniquement un peu le paiement à l'usage. Donc, c'est que vous soyez 100, 1000 ou 10 000, quelque part, la scalabilité s'active en un instant. Donc, ça a été assez simple de les accompagner. Non, ça nous permet de mieux comprendre aussi les coulisses de la transformation numérique. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de souplesse et d'agilité. En fait, quand on se retrouve face à une demande croissante, on paye un peu plus cher le service pour avoir davantage de ressources allouées, c'est ça? Exactement. Et est-ce que vous diriez que là, donc on a accéléré sur la transformation numérique, ça y est, c'est quelque chose qui est acquis aujourd'hui en France, les entreprises ont fait leur transformation numérique, même si elle n'est pas forcément terminée, mais elle est faite? Je pense que vous avez des degrés de maturité qui sont hétérogènes aujourd'hui en France. Donc vous avez à la fois des grandes entreprises qui ont fait le pas, qui ont investi par exemple sur une technologie comme Salesforce, c'est le cas d'Engie depuis 2014, et qui se sont structurées avec certains choix technologiques, mais aussi un changement managérial, un changement de culture d'entreprise. Ils lancent des centres d'excellence ou des digital factories, c'est le terme à la mode aujourd'hui, pour faire en sorte qu'on ait des compétences qui changent au sein de l'entreprise. Mais on a aussi un tissu dans les régions avec plein d'entreprises qui, elles, peuvent avoir le sentiment d'être un peu les oubliés de la tech. Et c'est ça aussi qui fait la différence d'un Salesforce, c'est qu'on adresse les grandes entreprises, mais surtout, on vient s'insérer dans les territoires. Et on adresse les PME, les PMI, quel que soit le secteur d'activité, pour, par exemple, gérer pour une ville, par exemple, type Issy-les-Moulineaux, où c'est le parcours du citoyen, avec la logique de guichet unique, et donc faciliter les services de la mairie. On peut aller sur une start-up, comme vous l'avez cité précédemment, pour l'accompagner dans la durée, ou des entreprises comme Etam, qui a énormément souffert pendant la crise. Souvenez-vous, Etam, c'est une société française 1916, donc ils ont su traverser l'histoire, sauf que là, pendant la crise, ça a été extrêmement dur pour eux. Je pense qu'ils ont un peu plus de 2000 points de vente au global, qui ont tout fermé du jour au lendemain. Mais tout fermé, je pense qu'il en restait peut-être 6 ou 7. Oui. Et donc pour un Etam qui vit une crise pareille, l'économie du rebond, elle est clé. Sinon, c'est des emplois perdus, c'est une entreprise qui peut être à terre. Et en fait, on les a aidés à se dire comment on allie à la fois la réouverture des points de vente d'un côté, donc les anciens usages, mais également les nouvelles habitudes qui ont été prises pendant la crise. Parce que quand on était chez soi, on consommait de manière très immédiate, on pouvait aller directement sur du e-commerce ou faire du click and collect. Comment on réinvente en fait l'expérience du consommateur pour garder le meilleur des mondes? Eh bien, c'est ce qu'on a fait avec Etam pour faire en sorte de réinventer l'expérience client, quel que soit le canal, en magasin, sur leur site, sur
le mobile, mais également d'avoir une unification des stocks pour faire en sorte que la partie immédiate, l'impatience des clients puisse perdurer aussi et être très réactive dans la livraison. Il y a encore des secteurs, des activités qui n'ont pas réalisé leur transformation numérique? Alors, Philippe Delmas a parlé, puis alors vous en avez parlé aussi tout à l'heure, c'était sur le service public. Ouais. Donc, on a parlé tout à l'heure du vote électronique. C'est vrai qu'il y a aussi un fort enjeu. Alors, ça avance, il y a des choses, il y a des expérimentations, mais c'est très lent. Alors, le pas de vitesse, effectivement, est peut-être un petit peu plus lent et c'est pour ça que j'ai décidé, depuis mon arrivée, de mettre aussi un coup d'accélérateur sur le service public. Oui. Donc, il y a Chantal Gernemont qui nous rejoint, qui est aussi une femme et qui prend en charge le secteur des services publics pour faire en sorte... Qui vient de chez Enedis, voilà, service public également. Exactement, donc elle connaît bien ce domaine-là. Elle connaît bien le domaine, oui. Voilà, elle est experte sur son sujet et elle va faire l'articulation en quoi la tech peut répondre à un enjeu d'accélération, de la modernisation des services publics. Alors, je disais que le fondateur de Salesforce avait eu une vision assez tôt sur ce marché du logiciel comme un service. Comment vous voyez évoluer, vous, le marché du cloud et le marché du logiciel? Alors, Marc Benioff... Votre propre transformation, finalement. Sur le marché français, vous voulez dire? Pas forcément, de manière globale, oui. De manière globale. Alors déjà, Marc Benioff aime à dire que Salesforce n'est pas un logiciel. Donc, il y a un fameux logo, un software avec une barre, pour dire que c'est pas qu'un choix de tech. C'est aussi le fait de dire que quand on investit sur un choix technologique comme Salesforce, très bien, ça c'est devenu un peu un intangible, le marché l'a compris. En revanche, qu'est-ce qui se passe derrière? Comment on s'assure que l'adoption de la technologie est faite? Comment on s'assure que les gens soient formés? Comment on s'assure que ça a un vrai impact sur la performance de l'entreprise? C'est-à-dire l'augmentation de la satisfaction client sur un Net Promoter Score. Ça veut dire l'augmentation des ventes. Pour faire en sorte que l'entreprise prenne sa part de cette économie du rebond. Et donc, la vision est de dire, un Salesforce doit certes proposer un produit qui innove de manière constante, avec 80 acquisitions en continu, mais également s'assurer de l'adoption. Et pour ce faire, on a une plateforme de formation qui s'appelle Trailhead. Mais là, vous me parlez de Salesforce. Moi, je vous pose la question de manière plus globale sur l'évolution de ce marché du cloud. Parce qu'on voit de plus en plus de data centers gigantesques qui posent des problématiques aussi, un peu comme on en parlait sur l'avion, des problématiques environnementales. Alors, il y a des engagements qui sont pris, mais on se dit, c'est la course folle au stockage de données dans des fermes de plus en plus géantes de serveurs. Jusqu'où on va aller? Est-ce qu'il y a d'autres modèles possibles? J'ai reçu ici, la semaine dernière, David Gurley qui a donc quitté les rênes de Symfony, licorne américaine, pour lancer un nouveau projet dans le cloud en disant finalement, si on reliait chaque ordinateur, les milliards d'ordinateurs de la planète, on arriverait à faire une sorte de data center géant, mais chez nous. Comment vous voyez les choses évoluer? Jusqu'où ça va galoper comme ça, cette course à la puissance des fermes de data center? Alors, vous avez effectivement les géants qui ont été cités précédemment dans votre émission, puis vous avez aussi plein d'innovations qui existent avec plein de startups qui aujourd'hui se lancent, font des plateformes d'API. Et du coup, je pense qu'on va être dans un modèle hybride. On va avoir une consolidation au niveau marché, il ne faut pas se leurrer. Philippe Delmas l'a dit, les groupes vont devenir peut-être plus gros, mais je pense qu'aussi il y a toute une vague d'innovation sur lequel c'est des vagues d'innovation peut-être plus ouverte à la manière de ce qu'on voit sur la blockchain. Exactement, plus ouverte, blockchain, API, mais également aussi un Salesforce. Je reviens à mon sujet préféré parce que j'y crois, c'est que quand on prend par exemple la plateforme Salesforce, elle est ouverte. Vous avez aujourd'hui des centaines de milliers de personnes qui viennent et codent en améliorant des nouvelles fonctionnalités, où vous avez même ce qu'on appelle des ISV, donc des vendeurs de logiciels indépendants, qui viennent créer leur entreprise sur une plateforme telle que Salesforce. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être un géant,
mais vous pouvez aussi ouvrir votre plateforme. Et moi, je crois à ce modèle hybride, de dire il faut que la technologie soit ouverte, accessible à tous. Alors, ça fait effectivement partie des valeurs du fondateur. Il y en a d'autres, c'est l'égalité des chances. Et je crois que vous avez vraiment aussi beaucoup de conviction pour porter ce thème. Vous êtes notamment la première femme, finalement, à prendre la tête de Salesforce France. Vous êtes maman de 3 garçons. Comment on réussit l'inclusion des talents, l'inclusion des femmes, l'égalité ? Comment on fait pour accélérer là-dessus ? Comment on fait pour accélérer là-dessus ? Déjà, c'est effectivement de proposer un environnement bienveillant où chacun doit pouvoir avoir l'opportunité de saisir sa chance. Donc, parce qu'on parle beaucoup des femmes et de l'inclusion. Il y a Corinne de Bilbao qui a été nommée côté Microsoft et pardonnez-moi l'expression, mais j'ai lu certains articles où souvent les hommes, ils ont du talent et puis la femme, elle a travaillé beaucoup. Donc moi, j'ai aussi envie de vous dire que la diversité, ça passe aussi pour dire qu'on positionne des femmes qui sont cœur business, qui ont aussi du talent et qu'on dévoile. Et dans cette philosophie-là, c'est tout d'abord d'assurer au niveau du recrutement un vrai 50-50 sur le recrutement qui peut s'opérer sur la tech. La tech, c'est pas que du code. La tech, c'est aussi des métiers autour de la formation, de l'adoption, de l'organisation. Donc, c'est des métiers qui peuvent être plus larges que ça, où on peut avoir des viviers de femmes qui existent dans les écoles, ou du commerce aussi. Donc, c'est au niveau du recrutement déjà, parce qu'il faut aller les chercher à la sortie de l'école. Exactement. C'est à la sortie de l'école, au recrutement, il faut vraiment Qu'est-ce qu'on a comme imposer processus de recrutement un peu nouveau qui permettent d'être plus dans la diversité ? Oui. Alors, côté Salesforce, Tony Prophet est le patron mondial du recrutement et bizarrement, c'est assez étonnant, il est patron du recrutement et patron de la diversité et de l'inclusion. Okay. Et pourquoi jumeler les deux ? C'est que comme ça, on peut travailler sur les biais inconscients, sur les formations contre les stéréotypes et faire en sorte d'imposer un vrai 50-50 au niveau du recrutement, quel que soit finalement le niveau de seniorité. Donc on se met une contrainte, un quota ? On se met une contrainte. Alors, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce qu'au contraire, on y croit et donc du coup, on le fait ? Donc, c'est aussi une volonté de le faire. Et ensuite, il faut savoir les accompagner dans la durée pour faire en sorte qu'il y a souvent un décrochage. Cédric O disait à Vivatech qu'il y a un décrochage que tout le monde connaît qui est au niveau de la période de 30-40 où on a la maternité qui arrive. Et il disait, le jour où l'État saura mettre en place un congé parental pour hommes ou femmes, ça permettra aussi de résoudre d'un quelque côté l'image. J'avais envie de lui répondre. Côté Salesforce, on a mis en place depuis 4 ans un congé parental de 3 mois, payé, qu'on soit homme ou femme, ou quelle que soit même la préférence sexuelle. Et ça, on participe du coup au fait de discuter de ces sujets pour que justement ce ne soit plus un sujet de se dire est-ce que je dois embaucher une femme, est-ce qu'elle va avoir une grossesse ou pas. Il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de débat, puisque c'est pour tout le monde. Et donc là, j'ai vu sur votre compte LinkedIn, il y a 100 postes à pourvoir en France. 100 postes à pourvoir. Tout le monde peut postuler, donc. Tout le monde peut postuler, et c'est pour ça que dans le projet aussi de croissance de Salesforce sur la France, le projet est vraiment d'améliorer la proximité que l'on a auprès de nos clients dans cette logique de dire, il y a certes une plateforme, mais comment on intensifie l'adoption de la technologie. Donc, il y a des métiers autour de cela. Et il y a aussi cette régionalisation que j'ai envie de pousser pour aller chercher des talents qui sont aussi dans les régions. Et une étude IDC montrait que, certes, on a 100 postes aujourd'hui. Il y a 2000 postes ouverts côté Indeed, sur Salesforce. Ouais. Il y a 48 000 postes actifs sur Salesforce en France. Et quand on regarde la projection d'ici à 2024, c'est 154 000 postes autour de Salesforce. Donc, il y a une vraie économie où le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le trait d'union entre l'offre et la demande. On a un problème d'adéquation qui est là. Et comme on a cette plateforme qui est ouverte, qui est gratuite, qui est accessible à tous, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'arriver à faire un petit peu le last mile où on peut tisser des relations avec des associations. J'ai été très touchée par l'association Chemin d'avenir, oui. que vous connaissez peut-être. J'en ai entendu parler, oui. Voilà, qui fait en sorte qu'on accompagne des jeunes pour pas qu'ils décrochent à la 3e, mais qu'ils arrivent à continuer à l'étude. Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire le last mile en disant, on vous propose la formation et on vient les chercher et c'est gratuit. Et une fois qu'ils sont formés, c'est qu'on puisse justement leur proposer des jobs, que ce soit chez Salesforce, que ce soit chez nos partenaires ou que ce soit chez nos clients, puisque la demande est là.
Super, eh ben on n'a plus beaucoup de temps pour le grand entretien. En général, se termine sur une interview express, donc on va aller encore plus vite que d'habitude. Je vous lance sur un mot, vous répondez très rapidement, s'il vous plaît, Émilie Sédikian. Vos rêves? Un impact positif. Vos peurs? Ma peur, problème de performance. Vos interrogations? Le monde de demain. Vous avez une idée fixe? L'humanité. Le futur, vous l'imaginez comment? Positif et optimiste. Et vous voyez la prochaine révolution du cloud, de quelle manière? Hybride. Hybride. Et dans 5 ans, vous voyez où? Dans 5 ans, là où je pourrais allier mes valeurs et mes convictions. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Émilie Sédikian. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Salesforce France. Merci d'avoir participé et au débrief et à la grande interview. Je sais que vous avez un autre rendez-vous à suivre, donc je vous laisse partir. Nous, on continue. C'est à suivre notre rendez-vous avec l'espace. Cécilia Sévry m'a rejointe pour nous parler d'un nouveau télescope spatial. Mais d'abord, il faut annoncer une mauvaise nouvelle. Oui, il faut annoncer une mauvaise nouvelle, Delphine. Je suis un petit peu abattue, je vous avoue, aujourd'hui, parce que le télescope spatial Hubble est plus ou moins mort. En fait, il ne répond plus. Donc, on considère que c'est la fin de sa mission. Hubble, vous savez, vous le connaissez, c'est le télescope qui nous a permis de découvrir des images incroyables, qui a donné des yeux à l'humanité. Dans l'espace, littéralement, vous allez voir des images. Par exemple, il y a eu celui de la nébuleuse de l'Aigle que vous voyez, celle de Saturne et de son aurore australe, la nébuleuse de l'œil du chat ou la nébuleuse d'Orion. Ça, c'est l'œil du chat et vous allez voir la nébuleuse d'Orion. Ce télescope, il a été lancé en 1990, 24 avril 1990, par la navette Discovery, et c'est le fruit de la collaboration entre l'Europe et les États-Unis, les deux agences étatiques. Et depuis son orbite, qui est à peu près à 570 km de la Terre, un peu au-dessus de l'ISS, pour référence, ces clichés, ils ont rendu le télescope populaire auprès du grand public, évidemment, qui a pu découvrir les merveilles de l'espace, mais aussi auprès des scientifiques qui ont eu les premières réponses sur l'espace profond. Malheureusement, on n'aura plus le privilège de découvrir ces nouvelles images du télescope Hubble parce qu'il ne répond plus. Depuis dimanche, la NASA ne reçoit plus de signal du télescope. A priori, c'est un problème de carte mémoire. Il y avait déjà eu un problème sur cette carte. Il y a quelques années, il avait fallu la remplacer. Les scientifiques ont essayé de tout rebooter, ça n'a pas marché. Donc c'est une vraie triste nouvelle pour la communauté scientifique qui bénéficiait depuis 30 ans des merveilles de cette technologie. Mais je ne viens pas qu'avec des mauvaises nouvelles parce que la relève est en train d'être préparée. Alors racontez-nous. Alors je vous raconte. En fait, les agences européennes, canadiennes et américaines ont mis sur pied une mission assez extraordinaire, assez hors norme pour remplacer Hubble. C'est le télescope James Webb. C'est le plus grand télescope astronomique qui sera envoyé dans l'espace. Et il réalisera le même travail d'observation. Mais il se fera mieux, en fait. Ouais. Il fera encore mieux parce que technologiquement, on fait un bond en avant énorme et on va plus loin, vous verrez. Il doit observer une très grande variété de cibles, dont les objets visibles les plus lointains jamais recensés aujourd'hui. Ces objets qui sont si peu lumineux que le télescope Hubble ne pouvait pas les voir. James Webb est fait pour ça. Pour les saisir, en fait, précisément, il devrait s'approcher aussi près que possible de la fin de la période dite des âges sombres, c'est-à-dire qu'il va remonter très 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 loin dans l'histoire de notre univers et qu'il va pouvoir voir cette phase d'inflation qui a engendré toutes les structures primaires de notre univers et les premiers objets de l'univers. Autrement dit, il va voir les galaxies, les quasars, on en a déjà parlé ensemble, et tous ces objets célestes qui ont à peu près pas plus d'une centaine de millions d'années. Pour l'âge de l'univers, ça correspond à regarder la bonne photo d'un nourrisson. Et évidemment, plus on pourra en apprendre sur cette histoire, je le répète, plus on en apprendra sur notre histoire. L'histoire de la naissance de l'univers, c'est l'histoire de notre planète aussi. Et alors, où sera envoyé ce nouveau télescope ? Alors, loin, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est 4 fois la distance Terre-Lune, pour qu'on se fasse à peu près une idée de ces dimensions énormes. On va le positionner sur un endroit précis qu'on appelle le point de Lagrange L2. Alors, c'est l'endroit idéal pour observer l'espace lointain, principalement parce que le Soleil, la Terre et la Lune seront dans son dos, derrière lui. Autrement dit, il ne sera pas gêné par la luminosité et le télescope sera en permanence dans le froid et dans le noir
totale de l'univers et du vide de l'univers. Au fur et à mesure que le télescope va accompagner sur ce point qui est une orbite terrestre quand même, même très éloignée, il va se déplacer, il aura toujours dans son dos le système solaire interne qu'il donc ne pourra pas observer, c'est-à-dire la Terre, le Soleil, Mercure et Vénus. Tout le reste, il pourra l'observer constamment. Sur un an, il fera tout le tour. Donc, il pourra constamment observer tout ce qui est visible aujourd'hui dans l'univers, même s'il n'y a pas de luminosité. Et à quoi ressemble James Webb? Alors, franchement, il est énorme. Il fait plus de 20 mètres. C'est vraiment un colosse astronomique. Il fait plus de 20 mètres. Il a un miroir primaire, ce qui compose la base du télescope de 6,5 mètres. C'est un gros téléphone. Son laser et son miroir, ils seront énormément plus puissants que Hubble, qui avait, lui, un miroir primaire de 2,4 mètres seulement, si j'ose dire. Et puis le plus impressionnant dans James Webb, c'est son bouclier thermique, son pare-soleil qui fait la taille d'un court de tennis. C'est énorme. Et pour qu'il fonctionne correctement, ce télescope et ses instruments, ils seront tout le temps maintenus à température à moins 253 degrés Celsius. C'est quasiment une température proche du zéro absolu. Donc là encore, c'est magnifique défi technologique. Et alors comment les agences vont faire pour lancer un tel engin? Ça va être compliqué, mais ils ont tout prévu. Mais le gros défi, évidemment, c'est ce pare-soleil énorme. Donc, ils l'ont conçu pliable avec 18 petits panneaux de miroir dans le pare-soleil et il va se replier comme ça. Et donc, le déploiement, il va se faire tout au long du voyage. On ne va pas attendre qu'il arrive parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'étapes. Donc, il va se faire tout au long du voyage pour que ce miroir se déploie. D'accord. Et on sait quand James Webb va remplacer Hubble? Ça, c'est un sujet sensible. Ça, il aurait dû déjà le remplacer. Pour tout vous dire, ce programme, il remonte à 1996. Et à l'époque, il était déjà prévu que le lancement ait lieu en 2007. Puis, on est finalement passé, après toutes les étapes que je vous passe, en 2018. Finalement encore en 2021, précisément le 31 octobre, et là encore une fois, il y a 3 semaines, les équipes ont annoncé un retard. Alors elles ont prévenu, ce ne sera pas très long, dans tous les cas, elles devraient partir d'ici la fin de l'année 2021, il commence déjà à manquer, puisque Hubble a lâché un petit peu plus tôt que prévu. Et tous ces retards, ils sont dus à plusieurs choses, principalement des péripéties aussi autour de la fusée Ariane 5, il faut dire, qui doit l'amener dans l'espace, autour de la construction, du déplacement de ce télescope des États-Unis jusqu'en Guyane à Kourou, des infrastructures à préparer du côté de l'agence guyanaise. Donc il y a beaucoup de choses qui expliquent ces retards. Le budget aussi. Au début, le programme il était estimé à 500 millions de dollars et il a été réévalué à près de 9,7 milliards de dollars. Alors l'équipe a assuré qu'il partira en 2021. Il aura 6 mois de voyage pendant lesquels il va se déployer petit à petit. Puis en fait, une fois arrivé, il aura encore 6 mois de mise en service, disons. Et les premières images sont attendues avec impatience pour juin 2022 environ. Et cet observatoire spatial, il doit fonctionner pendant au moins 5 ans. Il a suffisamment de carburant pour tenir 10 ans. Donc on reste assez optimiste sur ce point-là et on a hâte de pouvoir se consoler de la disparition de notre télescope Hubble avec cette merveille technologique. Et on aura, encore une fois, il faut le répéter, peut-être des réponses sur les plus grands secrets de notre univers. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette semaine dédiée à l'innovation et au monde du numérique. Je vous souhaite un excellent week-end. Il y a le lab évidemment à suivre tout de suite avec des entreprises qui viennent pitcher dans Smart Tech. Et on se retrouve dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.